Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, je vous propose différents conseils quant à la rédaction d'articles sur Wikipédia, notamment d'articles consacrés à l'histoire ou plus précisément à l'histoire antique, avec mes réflexions issues de mon expérience, sachant que je suis un contributeur régulier sur Wikipédia depuis près de 20 ans et que j'ai créé ou rédigé quasi complètement plusieurs centaines d'articles. Donc je vais lister toute une série d'erreurs à ne pas commettre, avec en première partie la syntaxe et le contenu. Alors je vous renvoie à des articles Wikipédia qui sont assez complets là-dessus, à savoir notamment, alors, comme c'est indiqué là, l'article consacré au style et un autre article sur les erreurs de rédaction fréquentes. Alors c'est des articles internes à Wikipédia, on les retrouvera pas forcément sur le moteur de recherche de Wikipédia, mais enfin vous pouvez les retrouver aisément dans les moteurs de recherche classiques. Vous tapez un style encyclopédique sur Wikipédia et vous retrouverez facilement l'article. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que notamment l'article sur les erreurs de rédaction liste aussi toutes les expressions, on va dire, ou les fautes de français récurrentes. Et donc ça peut être utile également en dehors de Wikipédia, donc pour les publications, des articles, ou même on va dire le quotidien, avec la liste de toutes les expressions, les erreurs qu'on retrouve régulièrement en français. Donc je vais éviter de faire doublon avec ces articles-là. C'est le fruit d'un travail personnel et de retour d'expérience, sachant que ça m'arrive aussi parfois quand je fais des modifications d'articles, de justifier, on va dire, ou de mettre en avant de manière un peu pédagogique les erreurs commises. Donc j'ai quand même une certaine expérience là-dessus. Il n'y a pas vraiment, on va dire, d'ordre hiérarchique, on est plutôt dans l'idée d'abord par rapport au plan, comme on voit ici, nous proposer un plan cohérent. Alors le plan sur Wikipédia est automatique, évidemment, on ne tape pas des grands 1, des grands 2, etc. Ça se fait automatiquement avec du code. Mais en tout cas, il faut proscrire les sous-parties orphelines. En clair, admettons, on aurait l'équivalent d'un grand A, après un petit A, un petit B, un petit C. Par contre, on peut retrouver aussi l'erreur souvent, par exemple, on va avoir un grand 2 et seulement un petit A, il n'y aura pas de petit B, pas de petit C. Donc en clair, il faut qu'il n'y ait pas de sous-parties orphelines, c'est-à-dire que dans des sous-parties, il doit en avoir au moins 2, n'est-ce pas? Bon, ça paraît bête à dire, mais il y a souvent l'erreur. Alors après, il n'y a pas vraiment de normes. J'ai un petit peu regardé sur Wikipédia, mais parfois les auteurs écrivent une grande introduction en début d'une grande section, et parfois il n'y en a pas d'autres grandes sections. Alors parfois ça peut justifier de faire une introduction générale après un grand titre, mais bon, pour le coup on dira que c'est un détail, mais à la limite, soit on en fait à chaque fois une introduction dans une grande partie, ou soit on n'en fait jamais. Alors après, il y a une norme aussi. Alors, visiblement, il y a eu pas mal de débats ces derniers mois sur Wikipédia. Ça finit par être tranché. En fait, il faut éviter l'emploi d'articles dans certaines expressions dans les plans. Par exemple, on dira administration du royaume. On dira pas l'administration du royaume. Vous voyez, quand c'est des thèmes généraux, on dira, mettons, je sais pas moi. Économie au IVe siècle avant Jésus-Christ, on dira pas l'économie au... Alors parfois c'est évidemment pas justifié, parfois l'emploi d'articles est tout à fait justifié, mais alors pour les grands thèmes du style administration, économie, guerre, etc., on n'est pas censé mettre un article. Alors ça n'a pas été modifié pour tout, mais bon visiblement c'est une norme qui a été, on va dire, décidée par les contributeurs, c'est d'éviter autant que possible l'emploi d'articles pour les grands titres. Alors bon, je vais pas commencer par le plus important. On va dire là, on va entrer dans le cœur du sujet avec proposer un style sobre et simple. Alors éviter évidemment les langages trop précieux, trop empoulés, les phrases à rallonge, éviter le jargon, ou alors l'expliquer pourquoi pas en parenthèse, éviter évidemment les anglicismes.
Alors, il faut surtout proscrire les pronoms personnels, hein, du style nous allons voir, soulignons que. Alors, d'une manière générale, évidemment, bah, le nous, le vous, et plus encore le on, hein, du style les expressions un peu toutes faites qu'on retrouve assez souvent. Hein. On sait que, ou on dispose de sources archéologiques, donc à proscrire. Alors éviter aussi, hein, les formulations un peu lourdes du style il convient de noter que. Hein, il faut vraiment avoir un style des plus sobres, des plus dépouillés. Alors mon grand dada, je passe pas mal de temps à le modifier sur les articles que je peux lire, c'est la concordance des temps. Alors je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, mais clairement utiliser au mieux le présent de narration. Hein, ce qu'on va appeler aussi le présent historique, c'est tellement plus simple. Oui, on peut écrire tout au passé, mais enfin, il faut quand même déjà bien maîtriser la différence, les différentes antériorités dans le passé. C'est pas toujours évident, parce que parfois on fait des retours dans le présent quand on parle, mettons, des sources contemporaines. Donc c'est tellement plus simple de faire au présent de narration, avec pour marquer une antériorité le passé composé. Exemple, bon, j'ai pris une phrase que j'avais écrite dans l'article d'Alexandre le Grand. Alexandre demande à Aristobule de restaurer le tombeau de Cyrus, qui a été profané. Vous voyez, quand on fait une antériorité, on utilise le participe passé, notamment le a été. Donc ça vraiment, enfin, le problème c'est si on écrit tout au passé, moi je veux bien, mais très souvent, les contributeurs comme ça, bah, rajoute, évidemment c'est le principe, mais au fil du temps, ils rajoutent des phrases, des passages, des paragraphes, et ils se soucient même pas du temps employé dans le reste de l'article. Ça a tendance à m'énerver, hein, voilà. Et ils ont même pas j'ai envie de dire, le respect de bien lire l'article, de voir à quel temps c'est écrit. Alors évidemment, si l'article tout est écrit au passé, bon, je vais pas changer, mais moi il y a certains articles, je m'amuse à tout enlever, tout mettre au présent de narration. Hein, c'est tellement plus simple. En histoire, voire même plus correct. Hein. Alexandre est roi de Macédoine. Je vais pas dire en intro, Alexandre fut roi de Macédoine. Enfin, c'est lourd, clairement. Voilà. Alors en tout cas, on proscrit aussi le futur en histoire. Hein, on dira pas, mettons, Alexandre deviendra roi après la mort de son père. Alors on peut le dire à l'oral. Moi-même, je vais l'employer. Quand je fais mes vidéos YouTube, je vais dire, mettons, je sais pas, moi, Ptolémée va être proclamé roi. Ça, oui, à l'oral, ça passe, mais à l'écrit, on évite également le futur. Alors, ensuite, proscrire les expressions, on va dire, erronées. Alors, je vais pas vous faire tout un topo sur le français, mais il y a des expressions, on va dire, très courantes, qui sont devenues très banales, mais qui sont en fait incorrectes. Notamment celle la plus récurrente, c'est de dire suite à. Maintenant, suite à la mort. Bah non, en français, c'est à la suite de. Alors, suite à, c'est devenu très banal, on le retrouve dans la presse, notamment, bon, sans commentaire sur le niveau de français des journalistes, enfin du moins de certains. En tout cas, à proscrire. Alors, moi-même, je vais pas faire de leçon, je pouvais faire l'erreur, hein, voilà, maintenant je ne la fais plus. Je sais qu'il y a des contributeurs, c'est des spécialistes de la correction des suites A, ça me fait assez marrer parce que le gars, il doit faire ça tous les jours, de tous les articles. Alors après, il y a des fautes aussi courantes, des fautes de français, d'employer par exemple le subjonctif après, justement qu'on ait dit après. Hein. Souvent, on dit après qu'il soit venu, en fait, on croit bien faire, mais non, c'est après qu'il est venu. Beaucoup font l'erreur, moi-même j'ai pu faire l'erreur aussi, hein, on en apprend tous les jours. Par contre, avant que, on doit dire au subjonctif, hein, avant qu'il soit venu. Hein, on dit pas avant qu'il est venu, évidemment. Bon, toute la subtilité de la langue française. Enfin voilà, ça c'est une erreur récurrente, hein, après qu'il est venu, plutôt que après qu'il soit venu. Donc voilà pour ces différentes erreurs ou expressions. Alors voilà, Wikipédia est extrêmement complet, hein, je vous renvoie à erreurs de rédaction fréquentes. Voilà, c'est l'emploi abusif des en effet, des choses comme ça, les par contre ou le de revanche. Enfin, c'est intéressant, on apprend beaucoup de choses sur ces articles-là et sur les erreurs un peu récurrentes qui viennent un peu de la presse, hein, pour pas accuser les journalistes. Voilà donc pour cette première partie. Alors deuxième partie, c'est sur le sourçage, donc le référencement, on dira, et la présentation des bibliographies. Alors une erreur qu'on
commet souvent, alors je parle de mon domaine, en tout cas c'est dans l'histoire antique, ou grecque ou romaine, c'est d'employer trop couramment, quasiment même systématiquement, des sources primaires, autrement dit des historiens de l'époque. Alors certes c'est open source, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de copyright, donc effectivement, après évidemment il peut toujours être bon aussi d'en citer quand on veut vraiment voilà, mettre en référence un point de détail ou une expression. Moi-même, je ne m'en prive pas, évidemment. Mais enfin, voilà, moi, j'ai déjà vu des articles sur les guerres entre Rome et la Macédoine où il y avait uniquement des références tirées de Polybe et de Tite-Live. Non, ça peut pas aller. Il faut évidemment des sources secondaires, hein, autrement dit, des ouvrages d'historiens contemporains. Bon, ça, c'est assez évident, mais encore faut-il le dire parce que certains, en fait, parfois des étudiants croient bien faire, font tout un article sur un thème, alors dans le cadre de leurs études je suppose, hein, et le mettent sur Wikipédia, mais il y a que des sources primaires, alors ça peut pas aller. Alors ensuite, erreur aussi récurrente, hein, c'est d'écrire à chaque fois la référence complète. Alors en fait il y a des modèles, hein, les modèles entre accolades, notamment le modèle SFN, hein, en fait qui permet en fait, alors c'est du code, hein, mais de résumer le titre, l'auteur et la date. Hein, donc on n'a pas besoin d'écrire à chaque fois en entier la référence. Et là, c'est très très fastidieux. Ils vont écrire à chaque fois l'auteur, la date, l'éditeur, le lieu, la page, voire le numéro d'ISBN. Enfin, c'est parfaitement indigeste. Donc il faut voilà se contenter de modèles qui en plus proposent des liens internes. Alors ensuite, également, veiller à soigner la bibliographie avec un minimum de revues grand public. Voilà, éviter, mettons, hors série Historia. Bon, ça peut être pourquoi pas, c'est pas interdit, mais enfin voilà, l'éviter au maximum. Hein. C'est d'abord évidemment des biographies, on dira, des monographies d'auteurs de référence, pas forcément au niveau universitaire, mais enfin en tout cas éviter les revues grand public. Et ne pas abuser non plus d'ouvrages en langue étrangère, en mettre quelques-uns en anglais ou en allemand, pourquoi pas, mais éviter de mettre trop de livres en langue étrangère. Au pire, le lecteur peut cliquer sur le lien de la page en mettant en anglais, puis il aura la liste bibliographique en anglais, donc c'est pas gênant. Alors après, il y a une erreur aussi. Alors pour moi, c'est presque de la naïveté. Enfin, on croit bien faire. Alors là aussi, je vais pas jeter la pierre, mais on sent que parfois c'est un peu des étudiants. C'est-à-dire en fait, ils s'écrivent à eux-mêmes. Par exemple, ils vont faire des biographies des auteurs antiques comme si on ne les connaissait pas. Alors on a vite fait de tomber tout le temps sur les mêmes. Hein. Quand on fait par exemple l'histoire grecque, hein, c'est toujours Diodore, Arien, Plutarque, Polybe. Hein, il y en a pas 36. Donc on finit par les connaître. Donc c'est comme si, hein, je vois l'exemple. On dira, mettons, oui, un événement, selon Diodore, un historien grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Bah non, on sait qui c'est. Quand on a un minimum de culture dans le domaine, c'est pas la peine de l'écrire. C'est comme si, je sais pas, moi, je disais, oui, je pense, donc je suis Dixit Descartes, un philosophe français du XVIIe. Non, enfin, il y a des implicites. C'est pas la peine de l'écrire. Alors, si c'est un historien très méconnu, fragmentaire, oui, on peut. Mais parfois, c'est un peu naïf, quoi. On croit bien faire et on fait une espèce de petite biographie d'un auteur antique. Non, c'est pas la peine. Au pire, il y a un lien, voilà, vous créez un lien et puis le lecteur ira lire la biographie de Diodore, voilà, s'ils veulent plus de renseignements. Alors, parfois aussi... les notes de bas de page en fait sont très intéressantes et mériteraient en fait d'être dans le corps du texte, c'est-à-dire que en note de bas de page c'est l'équivalent pour moi d'une parenthèse. D'ailleurs il faut éviter les parenthèses, ça c'est aussi une norme que j'ai apprise avec Wikipédia, c'est que parfois on a tendance à faire des trop longues parenthèses. Pour moi une parenthèse ça doit pas être une phrase, une parenthèse c'est vraiment une incise et parfois bon ça peut se justifier de le mettre en note de bas de page. Mais voilà, il y a parfois des informations hyper importantes qui sont mises en note de bas de page. Non, il faut le mettre dans le corps du texte. Alors, en dernière partie, typographie et normes. Alors, déjà, ne pas abuser des listes à puces, hein, donc des points. Là, on est censé en faire vraiment un minimum. Ça peut être intéressant, par exemple, pour lister des régions, par exemple des personnages, des choses comme ça, mais il faut que ce soit vraiment très précis, et normalement ça doit être sourcé, c'est-à-dire que chaque ligne de la puce doit être sourcée. Bon, évidemment tout le monde ne le fait pas, mais enfin voilà, il y en a qui ont tendance à croire que c'est un plan, enfin c'est-à-dire de faire des listes à puces, mais
la ligne, enfin, c'est tout un paragraphe, quoi. Non, faut pas abuser. C'est une ligne ou deux grand maximum. Donc voilà, vraiment éviter les listes à puce. Alors, éviter aussi d'insérer trop de liens internes, les fameux liens bleus. Alors, quand on parle par exemple de la Grèce antique, c'est pas la peine de mettre des liens, je sais pas moi, à Europe, à démocratie ou à esclaves. Enfin non, on va mettre des liens pour les noms propres. Alors peut-être systématiquement, oui, on va dire Athènes, je sais pas moi, les Perses, j'en sais rien moi, Diodore de Sicile ou Alexandre le Grand. Oui, d'accord, évidemment. Mais enfin, il y a des termes récurrents. Voilà. On peut, moi je le fais, mais bon, mer Méditerranée, on peut obligé de mettre un lien. Enfin, c'est-à-dire que voilà, il y en a qui vont mettre 5 liens par phrase, donc c'est peut-être un petit peu lourd. Alors, à savoir au niveau des normes, c'est qu'on est censé en fait mettre le lien une seule fois par section. C'est-à-dire que par exemple, j'écris, admettons Ptolémée dans une section, je vais pas à chaque fois mettre un lien dès que je dis Ptolémée. Par contre, en fait, on fait un reset, on va dire, quand on a fini une section. C'est-à-dire qu'on là, on remet le lien. Bon, il y a peut-être différentes normes possibles, c'est pas forcément figé, mais enfin voilà, il faut pas mettre des liens partout. Moi, j'ai déjà vu par exemple des articles sur Cléopâtre où il y avait des liens. Quand on parlait de navigation, à voile, gouvernail, même vent, enfin c'est assez comique. C'est sûrement un fan de navigation qui avait mis des liens comme ça. Enfin voilà, non, on va pas mettre des liens sur tous les termes, sinon on n'a pas fini. Bon, alors mon grand dada là-dessus, j'ai déjà beaucoup fait on va dire des remarques sur Wikipédia dans les pages de discussion. C'est les dates. Avant Jésus-Christ. Alors ça tendance à m'énerver gentiment parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris, mais clairement, en histoire, en français en tout cas, on n'écrit jamais le signe moins devant les dates. Donc je vais insister un petit peu là-dessus parce que c'est presque l'erreur qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Alors je le dis d'emblée, mais ok, on peut écrire moins dans son cahier, dans ses notes, même à l'oral, on va dire, je sais pas moi, Alésia, moins 52, oui ça passe, mais on l'emploie, ou en tout cas on l'écrit jamais dans un livre d'histoire ou dans une encyclopédie, même en ligne. Déjà, en fait, je suis allé même vérifier, enfin on me l'a appris, c'est un contributeur avec qui je discutais, l'année 0, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'on passe directement de moins 1 à plus 1. Mettons, sous le règne d'Auguste, il n'y a pas l'an 0. Donc mathématiquement, mettre un moins, c'est incorrect. Ça, faut être clair là-dessus. Alors certes, les anglophones, eux, c'est plus simple, ils utilisent BC, donc Before Christ. Bon, c'est plus simple qu'écrire AV, J, point, C, point, d'accord. Alors on peut toujours écrire avant notre ère, pour le côté, on va dire, le plus neutre. Alors ça peut par exemple se justifier pour la préhistoire. On va pas dire, je sais pas moi, le néolithique, vers 10 000 avant Jésus-Christ. Enfin, c'est un peu lourd, voire même un peu incorrect ou naïf. Non, on dira 10 000 avant notre ère. Quoi. C'est des grandes périodes très lointaines avant Jésus-Christ, ou avant l'ère chrétienne. On dira avant notre ère. Alors, il y a même une norme maintenant, c'est l'ère commune, avant l'ère commune, AEC. Alors, ça n'a pas tellement pris, mais bon. Donc voilà, on peut utiliser avant notre ère. Alors, j'ai remarqué par exemple que dans les pages écrites sur l'histoire de l'Égypte antique sur Wikipédia, ils évitaient d'écrire avant Jésus-Christ, ce que je peux comprendre, d'un point de vue historique, c'est valable. Par contre, il faut bien écrire avant notre ère. Bon. Alors, évidemment, on va pas le répéter à chaque fois, on va le dire en début de section. Moi, c'est un petit peu la norme que j'utilise et on va dire qui est la plus courante, c'est de l'écrire avant chaque section, parce que parfois, quelqu'un va lire un article, il va pas lire de tout A à Z. Il va aller piocher une section, il va cliquer, admettons, dans un lien dans le plan, et il va aller chercher un petit paragraphe qui l'intéresse. Donc, parfois, un lecteur un peu néophyte, ou parfois, ça peut être des périodes, évidemment, je sais pas, sous le règne d'Auguste, c'est compliqué, parce qu'on est aussi avant et après Jésus-Christ. Donc là, il faut l'écrire une bonne fois pour toutes, à chaque début de section, comme ça, on est sûr de pas se tromper, et le réécrire en chaque début de section. Voire même, on peut le mettre, par exemple, je l'ai dit, par exemple, si vous parlez du règne d'Auguste, admettons, de l'écrire explicitement, parce qu'on peut avoir des dates qui sont après ou avant Jésus-Christ. Donc voilà, parce que c'est vraiment une erreur très récurrente. J'ai dû vraiment insister notamment auprès des contributeurs dans les pages d'Égypte. Ils voulaient, alors je sais pas, ils font une fixette sur avant Jésus-Christ. Ils voulaient absolument pas mettre avant Jésus-Christ. Ils mettaient toujours des moins, mais j'ai bien argumenté. D'ailleurs, bon bah c'est une norme officielle, c'est pas tombé du ciel. Ces histoires de dates. Alors pour terminer, les normes bibliographiques. Donc là aussi, c'est les normes, on dira françaises, à défaut d'être francophones.
Admettons, par exemple, les numéros de livres. On dira, par exemple, chez Diodore, mettons le livre 17. Ça s'écrit en chiffres romains. Je sais que les Anglais, c'est pas pareil. Enfin, en tout cas, les anglophones ou les Américains, ils vont écrire en chiffres dits arabes. Alors, les chapitres, par exemple, chez Plutarque, c'est pas des livres. Admettons dans la vie d'Alexandre, chapitre 22, c'est pas des livres. Certains font l'erreur. Hein, ça s'écrit en chiffres arabes. Et on met bien des virgules entre chaque chiffre et non pas des points. Alors, en conclusion, je renvoie aux articles, en fait, aux vidéos que j'ai pu faire sur, on va dire, les conseils, les tutos sur Wikipédia. C'est pour ça que j'ai pas trop développé tout ce qui était lié aux typographies, aux normes ou au code. Je vous renvoie aux tutos que j'ai pu faire, si ça intéresse voilà, les gens d'aller jeter un œil. Donc voilà, je voulais juste faire une petite présentation des erreurs récurrentes que j'ai pu déceler au fil de mon expérience. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.